Voilà, mesdames et messieurs, nous y sommes. Votre entretien de ce dimanche qui, comme on vous le disait, reçoit Monsieur Salioua Kadiri, qui a été ministre des Affaires étrangères sous le régime de l'ancien président Boni Yayi. Aujourd'hui, il est le 5e vice-président du parti Les Démocrates. Avec lui, nous allons aborder l'actualité nationale, internationale et également les législatives de 2023. Alors, Monsieur Akadiri, bonjour, bonne arrivée. Bonsoir, Madame Zoula. C'est, je crois, la première fois que vous venez sur nos antennes à UTL. Oui, effectivement, c'est la première fois que je viens dans vos studios ici, m'entretenir avec vous. Bah, merci d'avoir donc accepté notre invitation. On vous a très peu vu, hein, Monsieur Akadiri, depuis la fin du régime auquel vous avez appartenu, la fin en 2016, donc de ce régime auquel vous avez appartenu. Pourquoi vous avez disparu ou... Non, madame. Vous êtes toujours dans le pays. Toujours dans le pays. Peut-être vous n'avez pas la chance de me voir dans vos studios, sur vos plateaux. Avec d'autres télés, j'ai eu l'occasion, sur invitation, j'ai eu l'occasion donc de m'entretenir et de dire ce que je pense de l'actualité. Donc, et comme vous l'avez fait aujourd'hui, ce dont je vous remercie, je suis donc là pour Voilà. me soumettre à vos questions. Voilà, donc c'est un entretien, Monsieur Akadiri, donc rassurez-vous. Alors pour cet exercice, il est vrai hein, que l'actualité nationale est très fournie, surtout avec les dernières mesures prises par le gouvernement, mais on va y revenir. Le temps pour nous d'aborder cette question au Mali, puisque vous êtes diplomate hein, de carrière, Monsieur Akadiri. Alors, les chefs de la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis vendredi pour se prononcer sur la situation du Mali. S'achemine-t-on, hein, M. Akadiri, vers un accord sur la durée de la prolongation de la transition au Mali? Je vous remercie, Madame, pour cette introduction qui rentre dans le cadre des sujets que je suis avec un grand intérêt. Et vous l'avez rappelé. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord saluer le peuple malien et le féliciter pour son courage, pour sa détermination. Ce peuple digne qui, malgré les mesures qui ont été prises par la CEDEAO, tient et tient bon. Cela étant, les chefs d'État sont actuellement en réunion. On ne sait pas encore, moi en tout cas, je ne sais pas encore ce qui va en sortir. Ce qui est souhaitable, c'est que ces mesures-là puissent être levées rapidement pour que les souffrances que le peuple malien endure depuis bientôt 4 ou 5 mois, eh bien, ces mesures-là soient levées. Du reste, quand on se réfère à la décision de la Cour voilà, on est en droit d'espérer que, même si cette décision-là n'est pas allée quant au fond du problème, on est en droit d'espérer que les chefs d'État seront sensibles aux arguments qui ont été développés par cette Cour pour lever les mesures qui ont été prises contre le Mali. En tout cas, c'est tout le souhait que moi je voudrais formuler pour que ces souffrances-là cessent. Et je pense que cette demande de la Cour de justice de l'UEMOA vient un peu réconforter le Mali dans sa position, M. Akadiri. Et bien entendu, le Mali n'est pas resté dans une position d'intransigeance absolue. Le président, l'ancien président nigérien, le médiateur qui a été choisi, a fait plusieurs navettes et au fur et à mesure des discussions qu'il a eues avec les autorités maliennes, on sent une volonté de trouver un consensus pour que les choses se passent au mieux dans l'intérêt du peuple malien. Et le dernier séjour qu'il a effectué et avec les propositions qui ont été faites par les autorités maliennes, on peut penser que la rencontre d'aujourd'hui va se solder par
une prise en compte de tous les arguments et de toutes les propositions qui ont été faites par les autorités maliennes pour que, enfin, ces mesures-là soient levées. Et comment appréciez-vous, en tant que diplomate, cette réaction du président Assimi Goïta par rapport à l'invitation de la CEDEAO, puisque la rencontre vient finalement sans lui? Écoutez, il y a n'est-ce pas un signal clair par rapport à la position du Mali, malgré toutes les difficultés de ce peuple-là? Non, vous savez, quand on est dans la position qui est celle du président Goïta, et qui est arrivé dans des circonstances, qui est arrivé au pouvoir dans des circonstances que nous connaissons, on ne peut pas le condamner ou lui en vouloir outre mesure pas de refuser, en tout cas de décliner l'invitation qui lui a été offerte. Ce qui aurait été grave, c'est que si le Mali n'envoyait pas une délégation, cela pouvait être considéré comme une insulte, un manque de considération vis-à-vis Mais finalement, même la délégation n'a pas pu effectuer le déplacement, puisque selon la CEDEAO, c'est une réunion à huis clos destinée aux chefs d'État. Oui, plusieurs réunions ont été tenues sans Assimi Goïta. Donc, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Vous avez suspendu le Mali. Donc, toutes les autorités maliennes, des gens ont été ciblés pour dire tel. Bon, donc, c'est une position qui peut se comprendre. C'est une position qui peut se comprendre. Mais et par rapport à ça, si les chefs d'État veulent vraiment lever les mesures, ce n'est pas l'absence du président Goïta qui va les amener à maintenir. Bien au contraire, je pense que avec tous les rapports qui sont faits, notamment celui donc de l'envoyé spécial, le président Goodluck Jonathan, tout ça là doit aller dans le sens de la levée de ces mesures. C'est ce que je pense personnellement. Et si on vous demande d'apprécier cette résistance pendant ces nombreux mois du Mali, vous l'imputerez à quel facteur? Je n'ai pas compris la question. La résistance du Mali, malgré que ses comptes soient bloqués ses comptes au sein de la CEDEAO soient bloqués et autres, la résistance du pays en réalité. À l'entame de notre entretien, j'ai rendu un hommage vraiment vibrant au peuple malien qui, malgré ces mesures-là, résiste. C'est la preuve que les autorités de la transition sont en harmonie avec le peuple. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un peuple digne, un peuple fier, un peuple qui doit servir de modèle à beaucoup d'autres peuples dans le combat contre tout ce qui peut freiner le développement, ce qui peut retarder justement l'évolution du peuple. Et avec justement l'évolution de cette actualité du Mali et toutes ces sanctions et autres de la CEDEAO, ne pensez-vous pas que l'organisation sous-régionale s'est un peu fourvoyée par rapport à ces mesures qu'elle a eu à prise, que l'organisation, il a eu à prendre par rapport aux pays membres? C'est clair que avec ces mesures-là, l'organisation a perdu un peu dans la considération que le peuple doit. La CEDEAO apparaît aujourd'hui comme une organisation qui ne prend pas en compte les aspirations des peuples. Et c'est plutôt les responsables qui se retrouvent prennent des mesures sur la base des textes et sans tenir compte des réalités qui ont conduit aux situations que l'on peut considérer comme contraires aux textes qui sont pris. Moi, je crois que aujourd'hui, effectivement, la CEDEAO a pris un coup, mais elle va se redresser une fois que le Mali va rentrer, en tout cas, dans la légalité aux yeux donc de la CEDEAO. C'est des sujets sur lesquels, dans le calme, les chefs d'État doivent délibérer pour que la CEDEAO soit vraiment une CEDEAO des peuples et non une CEDEAO donc des responsables. Et dans le fonctionnement même de cette CEDEAO, est-ce que vous pensez qu'on en a besoin de cet organe-là? Bien entendu. Écoutez, aucun pays ne peut vivre isolé aujourd'hui. Et l'environnement régional, qu'il y ait une organisation forte, une organisation qui prenne en compte les aspirations des peuples et travaille pour que ces peuples-là soient des peuples dignes, des peuples fiers, des peuples qui luttent effectivement
pour leur développement, pour leur émancipation. On a besoin de la CEDEAO. C'est une mauvaise passe qu'elle est en train de traverser, moi je suis sûr. Et on doit y travailler, on doit tout faire pour que la CEDEAO, comme d'autres organisations à caractère sous-régional, deviennent des organisations qui répondent aux aspirations donc, des pays membres et de leur population. Mais quand vous dites qu'on a besoin de ce genre d'organisation, c'est dans quel thème, quel type de besoin? Puisqu'on ne voit pas concrètement l'impact. La coopération. Quand on parle de coopération, on ne coopère pas entre soi-même, on coopère avec d'autres. Bon, vous voulez aller au Nigeria, vous voulez aller au Togo, vous voulez aller au Ghana, vous voulez aller au Sénégal, vous passez, dès que vous dépassez votre frontière, c'est que vous êtes obligé de vous soumettre aux lois des autres pays. Si on ne fait pas une harmonisation pour que le passage là soit facilité, aujourd'hui, avec les cartes d'identité, on peut voyager. Voyez-vous, s'il n'y avait pas cette entente-là entre les États, est-ce que cela aurait été possible? Je vais plus loin. Vos véhicules aujourd'hui sont assurés CEDEAO. Donc si, je ne le souhaite pas, il y a un problème à votre véhicule, eh bien, l'assurance que vous avez prise ici est valable au Togo, est valable dans l'espace CEDEAO. Autant d'exemples qu'on peut donner pour dire qu'une organisation comme la CEDEAO est utile et on doit tout faire pour qu'elle puisse jouer correctement son rôle. Donc, vous évoquez là la facilité de circulation dans l'espace. Des biens et des personnes. Des biens et des personnes. Vous avez vu, quand le Nigeria a fermé ses frontières, vous avez vu les souffrances donc, que les Béninois ont endurées. Bon, grâce à la résilience du peuple, on a essayé d'amortir ça. Mais ceux qui sont touchés, ceux qui ont vécu ça, ils vous diront que ça a été un vrai calvaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Nous sommes obligés de coopérer, de nous ouvrir à d'autres. Nous allons vers les autres et les autres viennent vers nous. C'est ça l'intérêt de la coopération, c'est ça l'intérêt de la proximité et c'est ça l'intérêt du bon voisinage. Et par rapport justement à la révision peut-être des textes de la CEDEAO, l'organisation pense introduire certains aspects, surtout pour l'arrivée à la tête des pays par coup de force. Vous pensez que peut-être cette introduction pourra permettre à la CEDEAO d'anticiper sur certains coups de force? Il reviendra à chaque pays de faire en sorte que les situations qui conduisent à ces coups de force-là n'arrivent pas. C'est ça surtout. C'est pas parce que vous aurez mis, non, on n'est pas d'accord pour que les gens prennent le pouvoir par des voies qui ne sont pas des voies légales, que vous allez empêcher. Ça, c'est pas vrai. Les textes actuels, là, surtout le protocole additionnel, c'est déjà dit, hein. C'est dit dedans. Mais est-ce que ça a empêché? Et pourtant, est-ce que ça a empêché? Donc, il s'agira pour chaque pays, chaque responsable, de prendre les dispositions à l'interne pour que ces genres de situations n'arrivent pas. Sinon, les militaires sont faits pour rester dans les casernes. S'ils s'immiscent dans la vie politique, c'est sans doute à cause de la faillite des politiques que nous sommes. Donc, faisons tout justement pour que cette tentation-là ne soit pas forte et ne fasse pas tache d'huile dans les autres pays. C'est ça le vrai problème. On peut réviser, on peut mettre tout ce qu'on veut. Si les conditions, justement, ne favorisent pas, justement, comment dirais-je, l'expression démocratique, et ne prend pas en compte la volonté des populations et la gouvernance ne convient pas, il n'y a rien à faire. Ça peut arriver. Les textes, non, les textes, c'est pas les textes. C'est la mise en œuvre des textes, là. La conformité des textes à la pratique. C'est ça qui peut éviter que si les choses se passent bien, chacun va rester dans son couloir. Les militaires sont au camp pour la défense et l'intégrité territoriale et les politiques sont là pour gouverner, pour donner satisfaction justement aux problèmes des populations. C'est comme ça. Voilà donc pour ce qui est de la situation au Mali. On espère donc que cette rencontre sera favorable pour absolument, le Mali, pour que le Mali puisse à nouveau avoir accès à ses comptes. Absolument, absolument. Voilà. Dans l'intérêt des populations, il est souhaitable que la réunion d'aujourd'hui débouche sur vraiment des mesures allant dans le sens de la levée de ces mesures-là qui vraiment
et font souffrir le peuple malien. Et puisqu'on parle du cas du Mali, Monsieur Akadiri, vous savez, c'est un pays qui est en proie au djihadisme. Notre pays également a eu ses difficultés. Vous, de votre position, comment en est-on arrivé jusqu'à ces extrêmes-là? Le phénomène djihadiste est un phénomène qui s'étend du Sahel, qui a commencé dans le Sahel et qui progressivement évolue vers la côte. Les pays de l'Étherlande que sont le Niger, le Mali et le Burkina ont été les premiers touchés par ce phénomène-là. Mais depuis quelque temps, nous constatons que ce phénomène avance vers le sud. Et c'est ça qui a touché notre pays il y a quelques mois maintenant. Et on a vu avec les événements dans le parc. Bon, notre souhait, c'est que face à ce phénomène-là, les autorités prennent des mesures pour stopper cette avancée du djihadisme en donnant les moyens qui conviennent aux forces de défense et de sécurité et en associant les populations qui peuvent être très utiles, surtout en matière de renseignement, pour éviter le pire. Nous sommes un pays de paix, nous souhaitons qu'il y ait la paix dans notre pays et tout ce qui peut être fait en termes de moyens humains, c'est-à-dire associer tout le monde, en termes de moyens matériels, bien équiper les militaires et en matière de renseignement au niveau national, au niveau sous-régional et au niveau international, tout mettre en œuvre pour que notre pays ne sombre pas dans le phénomène djihadiste. Mais ce phénomène touche des nations plus puissantes que la nôtre. Par exemple, la France en a connu son lot. Comment sortons de cette situation pour d'autres pays? Ce n'est pas les mêmes choses. C'est pas les mêmes phénomènes. Ce n'est pas du tout les mêmes phénomènes. Et vous savez, le phénomène djihadiste trouve son origine dans les événements qui se sont produits en Libye. Voyez-vous, notre proximité avec la Libye, il faut l'attribuer, il faut attribuer ce phénomène-là à cette proximité-là, puisque à partir de la situation en Libye, les armes ont pullulé dans la région, ainsi de suite. Bon, en France, c'est un autre phénomène, enfin, en Europe, en général, il faut parler, enfin, c'est l'État islamique qui est à l'origine, l'État islamique qui a des tentacules dans ces pays-là, qui est à l'origine. Vous verrez que la plupart donc de ces trucs qui ont été commandés, de ces attentats qui se sont produits, viennent donc des adeptes de l'État islamique. Dieu merci, qui a été défait grâce justement aux efforts donc des grandes puissances. Bon, mais il reste encore des résidus. Et ce sont ces résidus-là qui créent la connexion avec AQMI et tout ce que nous voyons ici. Comment faire pour rompre? Ce ne sera que grâce à la coopération internationale. C'est en cela que les forces de défense, qui sont les Barkhane, les forces Barkhane et tout ça là, qui sont sur le théâtre d'opération aujourd'hui, peuvent être d'une grande utilité. En tous les cas, en ce qui nous concerne, tout doit être mis en œuvre, comme je vous l'ai dit, en termes de moyens de renseignement, d'équipement et la formation aussi de nos forces de défense et de sécurité pour que justement à jamais ce phénomène-là ne nous atteigne. Mais l'État a pris des mesures aussi également dans ce sens, avec le financement qui sera mis à leur disposition pour leur formation et également pour leur mettre le matériel adéquat à disposition. C'est à saluer, mais
et on peut toujours faire mieux. On va revenir chez nous, Monsieur Saliou Kadiri, pour parler donc de nos conditions de vie à nous ici au Bénin. Comme je le disais au début, on vous a peut-être très peu entendu sur la situation socio-politique de notre pays. C'est peut-être l'occasion pour nous de vous demander peut-être d'apprécier un peu la gouvernance socio-économique du Bénin ces dernières années. Écoutez, oui, vous l'avez déjà dit, on ne me voit pas souvent, mais moi, c'est rien, c'est mon parti. Or, plusieurs sont allés sur des plateaux, peut-être pas chez vous, et je crois même chez vous, parce que j'ai plusieurs de vos plusieurs membres fois sont passés ici. Bon, donc, ça, c'est personnellement, en fait, c'est oui, propre à vous. À moi, bon, d'accord, je vous ai déjà répondu. Oui. Bon, ça ne fait que commencer, et j'espère qu'il y aura d'autres invitations auxquelles je vais répondre avec grand plaisir. Relativement à la situation socio-économique de notre pays, vous, comme moi et comme tout le peuple béninois, nous savons que tout est dur en ce moment. Avec la cherté du coût de vie, le panier de la ménagère qui se rétrécit au quotidien, tout ça là, ça fait que c'est difficile aujourd'hui. Vous avez vu la flambée des prix, des produits de première nécessité, qu'il s'agisse des produits de consommation courante ou des produits importés, c'est démentiel ce que l'on constate aujourd'hui là. Donc c'est dur en ce moment-ci là. Et pour les ménages, c'est dur pour les citoyens, c'est dur pour tout le monde. Et vous ne pensez pas que cette situation est plus due au fait que plus les années passent, et bien, plus la vie devient chère? Est-ce que c'est du fait des gouvernants ou du gouvernement? Ce n'est pas plus une question de société? Écoutez, les gouvernants sont là pour régler les problèmes quand ils se posent. Ils sont là pour ça. C'est comme ça. Sinon, vous voulez que les populations aillent se plaindre à qui? Donc, on doit tout faire pour atténuer ces souffrances-là. Il y a des conditions locales qui peuvent expliquer la flambée des prix. Il y a des conditions qui ne dépendent pas de nous, internationales aussi. Le contexte peut. Mais l'un dans l'autre. Oui. Le gouvernement, les autorités doivent tout faire pour que les populations, malgré cet état de fait-là, se sentent en tout cas dans un bien-être, vivre dans des conditions qui leur permettent vraiment de ne pas trop souffrir. Donc c'est ça justement. Mais la souffrance, on en parle pratiquement, je vais dire, tous les jours, puisque cette difficulté concernant la cherté de la vie, comme je le disais tout à l'heure, ça s'accentue au fil du temps. Est-ce que les récriminations, généralement, des populations ne sont simplement pas congénitales à l'être humain, Monsieur Akadiri? Mais, je vous dirais là. Tant on fera, c'est-à-dire les gouvernants feront, mais il y aura toujours le besoin, puisque nous sommes dans un contexte où il y a les inégalités, par exemple. Écoutez, le gouvernement, encore je vais le répéter, est là justement pour régler ces genres de problèmes-là. À travers quoi? À travers des mesures qui permettront aux citoyens de sentir que, malgré le contexte international qui peut justifier la montée de certains prix, que justement cette flambée-là ne soit pas trop excessive. Donc c'est normal. Ben, écoutez, malgré le contexte international, oui. D'accord. On va prendre un exemple simple. On est venu même aux mesures prises récemment par l'exécutif. Quand on prend la guerre russo-ukrainienne qui sévit et qu'on sait, par exemple, que le blé pour la farine, pour produire, par exemple, le pain et autres provient généralement de l'Ukraine et consorts. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire, selon vous, pour pouvoir régler cette question qui est issue d'un conflit actuellement en cours? Ça, c'est un exemple simple. L'exemple est très bien trouvé, puisque l'Ukraine, comme la Russie, sont les gros producteurs de blé, ainsi de suite là.
En disant ça, je vise le pain que nous produisons. À partir du moment où la matière qui sert à produire le pain arrive difficilement au pays ou arrive avec des coûts supplémentaires, il est tout à fait normal que les pâtissiers, les boulangers, tous ceux qui utilisent ce produit-là cherchent à compenser ce coût supplémentaire. Mais dans quelle proportion? Et c'est là le rôle de régulation de l'État. Je prends cet exemple, je prends encore celui du ciment, qui est une production locale. L'État doit mettre en marche ses services pour que justement il n'y ait pas une augmentation insupportable. Vous savez, le ciment est allé jusqu'à 100 000 ces 2 dernières semaines-là. 100 000. C'est plus du fait de la spéculation, hein, monsieur Akadéry. C'est pas que les matières ont forcément pris. C'est à dessein que j'ai pris cet exemple-là. C'est à dessein que j'ai pris cet exemple-là. Oui, mais il y a une direction de contrôle des prix, non? Pourquoi? Non. L'État est là pour réguler, pour faire en sorte que justement ces spéculateurs-là, ces commerçants qui font de la surenchère-là, on puisse les sanctionner. C'est ça. Le problème est là. Donc c'est parce que justement, quelque part, les services n'ont pas été prompts à réagir que les gens ont profité de ça. Mais en même temps, il ne s'agit pas d'aller contrôler une fois ou 2 fois. C'est de façon permanente. Parce que quoi? Il y a la loi de l'offre et de la demande sur le marché. Si les gens constatent qu'effectivement, il peut raréfier le produit. Et puis, pas pour des nécessités, ça peut être une entente entre le consommateur et les choses. C'est l'État qui doit faire en sorte que justement, la décision qui est prise de vendre tel produit à tel prix, cette décision-là est respectée. Donc, c'est encore une fois le rôle de l'État de jouer son rôle de régulateur pour que les variations en termes de prix ne nuisent pas aux consommateurs. Et justement, dans ce rôle de régulateur, vous avez suivi l'actualité. Le mercredi dernier, il y a toute une batterie de mesures prises par le gouvernement pour pouvoir contrôler un peu cette flambée des prix. Les mesures, je suis certainement, je suppose que vous êtes tout aussi satisfait que la plupart des Béninois interrogés depuis l'annonce de ces... Non, écoutez, pourquoi ne serais-je pas satisfait tant que ces mesures-là allègent les souffrances du peuple, des populations? Oui, c'est bien. Mais on peut aller plus loin. On peut aller plus loin, jouer sur la TVA, baisser, enlever certains impôts. C'est justement sur la TVA qu'on a joué, M. Akadéry. Dans quel pourcentage? C'est ça qu'il faut voir. On a par exemple exonéré de TVA le riz, dans une certaine proportion, ça c'est pour le riz, mais les huiles importées, Madame, par exemple. Il y a les huiles importées, M. Akadéry. Vous avez lu, je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander si vous avez lu le Conseil des ministres. Il y a eu au moins... Heureusement que vous-même vous avez dit, vous n'allez pas me faire cet affront. Vous avez lu le Conseil des ministres, il y a eu des exonérations sur la TVA. Jusqu'à ce que l'État renonce à la TVA sur des frais maritimes comme aériens. Monsieur Akadéry, c'est des mesures sociales. Est-ce que ce n'est pas encourager? Madame. N'est-ce pas l'occasion de reconnaître au moins? Madame. Oui. J'ai tellement suivi que ça que je peux vous dire qu'on a chiffré à 80 milliards, justement, le coût de ces trucs-là. Et ce n'est pas la première fois. Il y a eu des mesures. Madame, je viens de vous dire que tout ce que le pouvoir peut faire pour diminuer les souffrances des populations, on ne peut que saluer ça. Mais on peut aller mieux. Est-ce que, vous savez, comparaison n'est pas raison, vous me direz, mais le Ghana, là, ils sont allés jusqu'à décider que, vous avez suivi, en tant que journaliste, à décider que le salaire de leur ministre, de leur ceci là, de 30%. Oui, vous dites quoi là? Vous voulez que je parle, M. Akadéry, c'est pas les mêmes conditions, nous ne sommes pas, nous n'avons pas les mêmes niveaux de vie, M. Akadéry. C'est pour vous dire, madame, que c'est bien que le gouvernement ait commencé à prendre des mesures qui vont dans le sens de la satisfaction
des besoins des populations, dans le sens de la réduction des souffrances, mais il faut que ça aille plus loin. Mais ce n'est pas la première fois. Quand vous dites c'est Madame, bien... Madame, je n'ai jamais dit que c'est la première fois et je ne souhaite pas que ce soit la dernière fois. Justement, parce que cela a été anticipé depuis, je pense, 2021. Bien sûr, 2021, sur beaucoup de choses. Des mesures ont été, voilà, Oui, des mesures ont été oui. prises. Mais quand vous parlez de continuer, ce sera en quel thème? Mais le sac de riz qui est passé de 25 000 à 20 000 ou à quelque chose là, pourquoi on ne mettrait pas ça à 18 000 ou à 17 000? Si on dit que c'est à 17 000, vous n'aurez pas acheté, vous, madame? Il faut voir également la position du marché, M. Akadiri. Écoutez, moi, je suis le là. gouvernement ne va pas Moi, je suis là. sans réflexion et prendre des mesures. Moi, il faudrait analyser moi, je la suis position là, madame, du pour vous marché. dire que c'est un bon début. Il faut aller plus loin. Vous connaissez la batterie d'impôts, de taxes, ainsi de suite, là. Il faut faire un allègement fiscal. Il faut accorder des allègements fiscaux à certaines entreprises qui importent, qui font ceci, qui font cela. Là. C'est des choses aussi qui peuvent encourager et qui peuvent agir sur les prix que ces entreprises-là vont fixer ou ces commerçants-là vont fixer. Donc, c'est ça. Moi, je n'ai pas la batterie de produits que les gens... Mais je dis, s'il faut lever les taxes, s'il faut baisser un certain nombre d'impôts ou même suspendre certains, comme ça a été dit au dernier conseil. Mais c'est juste à quel niveau on va aller pour vous satisfaire totalement? Non, si en le faisant, c'est pas vous, Monsieur Akadiri, forcément, en le faisant, l'État va vivre de quoi? Puisque aussi, quand on sait que notre économie est essentiellement fiscale, dans le même temps, les travailleurs également réclament de l'augmentation, une augmentation des salaires pour pouvoir faire face à tout cela. Comment vous voulez que l'État jugule tout cela? L'État trouvera les créneaux nécessaires pour équilibrer son budget et en même temps prendre en compte la satisfaction des populations. C'est ce que je peux vous dire. D'accord. Nous allons venir maintenant au chapitre politique, Monsieur Akadiri. Je vous présentais tout à l'heure, vous êtes le 5e vice-président du parti Les Démocrates, dont le président d'honneur, si je ne me trompe, est bien l'ancien président Yahi Boni. D'entrée de jeu, je veux bien vous demander les relations aujourd'hui du parti avec l'ancien président Boni Yahi. Enfin, qui il est pour vous? Le président Yahi Boni est notre président d'honneur et il est toujours. Il n'a pas dit qu'il n'est plus président d'honneur et nous n'avons jamais dit quelque part qu'il n'est pas notre président d'honneur. C'est notre président d'honneur et nous le considérons comme tel. Et en matière d'influence, quelle est cette influence qu'il a sur votre parti politique? Influence. Notre parti est un parti de masse, un parti d'envergure nationale. Il a une personnalité, il fait partie donc de cet organe que nous appelons le Haut Conseil. Il nous donne des conseils, nous le consultons chaque fois que nous en sentons le besoin. Il nous donne son avis et puis les instances se dirigent. Voilà ce que je peux vous dire du rôle que joue notre président, le président Yahi Boni. Dans cette consultation, vous attendez, cette année, vous attendez encore son mot d'ordre pour pouvoir prendre part aux élections ou bien vous l'avez déjà donné? Puisque en 2021, on se rappelle, vous avez attendu son mot d'ordre avant de vous décider finalement à en 2021 pour les élections présidentielles ou la présidentielle. Je ne suis pas sûr que vous ayez raison en disant ça. Je ne suis pas sûr que... Pour la participation de l'élection de 2021, jusqu'à la veille du dépôt des dossiers, vous n'étiez pas encore sûr, M. Akadiri. Oui, on est d'accord sur ce sujet. Ça ne vous autorise pas à dire que c'est le président Yahi Boni, c'est parce que le président Yahi Boni n'a pas encore donné son mot. Non, je vous dis, le parti a des instances qui travaillent. Mais ces instances n'ont pas travaillé depuis 2020 que le parti a été mis, non, c'est parce que vous êtes loin. sur place jusqu'à la veille d'une élection majeure pour une formation politique, que vous ne soyez pas encore prêt à prendre part et vous estimez que ce n'est pas ce modèle-là que vous attendiez. Non. D'accord, dites-nous ce qui est alors. Je vous dis que le président Yahi Boni est notre président d'honneur. Sur des sujets majeurs, par exemple comme celui des élections, nous prenons son avis, nous le consultons et les instances se réunissent pour décider. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous avons fait à l'occasion
justement, c'est ce que nous avons fait à l'occasion des dernières élections présidentielles. Plusieurs réunions ont été tenues par les instances du parti. Comme vous pouvez vous en douter, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et au dernier moment, nous avons dit, nous y allons. Et c'est ce qui s'est passé. Bon. Ça fait de vous un parti sérieux, là, M. Akadiri. Pardon? Ça fait de vous un parti sérieux? En quoi faisant? Des débats qui se mènent juste pour décider d'une participation à une élection. Mais c'est de cette madame, dépôt de dossiers. C'est la conformité, justement, à nos textes. Nous sommes conformés à nos textes. C'est les textes qui ont prévu que pour des élections majeures, justement, on doit créer un débat interne, constituer des commissions, et recevoir des candidatures et faire en sorte qu'on dégage. Et puis c'est comme ça, ça s'est passé. Donc, oui. Vous n'attendez pas de mot d'ordre de votre président d'honneur? C'est le thème mot d'ordre qui me gêne. Le mot d'ordre, c'est comme si nous sommes incapables de décider. Il faut que ce soit lui qui dit faites comme si, comme ça. Ça ne marche pas comme ça au niveau des démocrates. En tout cas, je n'ai pas envie de revenir sur le passé, puisqu'il y a eu plusieurs faits, M. Akadiri. Vous êtes membre des démocrates? Je ne suis pas membre des démocrates, mais on a vu comment on a été témoin, M. Akadiri, vous savez, du déroulement. Il y a beaucoup de choses. Précisément sur cette présidentielle-là, il y a des fake news. Des fake news. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux. Non, pas sur les réseaux sociaux, non. Nous vérifions nos informations, M. Akadiri. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le lieu de revenir encore sur ces détails-là, sinon on va pas s'en sortir. Donc, nous retenons, les téléspectateurs retiennent que vous participez à l'élection de 2000. Vous êtes déjà décidé pour les législatives de 2023. Absolument, madame. C'est une bonne nouvelle déjà. Écoutez, tous mes collègues qui sont passés sur votre plateau ici ont eu l'occasion de dire ça. Vous savez, nous avons fait notre rentrée politique le 24 juillet 2021. Après tout ce que vous savez, et comme difficulté que nous avons rencontrée à l'occasion des élections présidentielles. Nous avons fait notre rentrée politique. Et déjà au cours de cette rencontre-là, le principe de la participation du parti à l'élection législative de 2023 a été affirmé. Le 11 décembre, à l'occasion du Conseil, 11 décembre 2021, à l'occasion du Conseil national de notre parti, ça a été réaffirmé. Cette année, par 2 fois déjà, nous nous sommes réunis au niveau des instances dirigeantes, d'abord pour la présentation des vœux, ensuite un conseil, une coordination élargie aux personnalités, et ça a été réaffirmé. Le dire et le faire sont 2 choses importantes et différentes. On ne peut pas encore parler de faire, puisque la période n'est pas encore arrivée. D'accord. On ne peut pas encore. Je retiens que... On l'a dit et nous nous préparons. Voilà. Maintenant, vous y allez avec quels moyens, M. Akadiri? Moyens, je n'ai pas compris. Les élections, c'est des moyens, autant humains que financiers. Oui, mais pour aller... en filigrane, vous lisez, c'est qui finance votre parti politique, M. Akadiri? Madame, non, c'est pas... Vous avez bien compris ma question là, vous essayez d'esquiver. Pas du tout. D'accord. Je ne suis pas un spécialiste de l'esquive, non, droit au but. Non, pas du tout alors. Non, quand je ne comprends pas une question, je veux comprendre. Là... Quand vous dites les moyens, mais, vous comprenez bien que ce n'est pas sur ce plateau-là que moi je vais vous dire, nous avons besoin de ci, nous avons besoin de ça. Non. Nous irons aux élections législatives de 2023. Si on nous permet d'y aller, la décision est déjà prise à notre niveau d'aller à cette élection-là. Bon, il faut qu'on nous mette dans les mêmes conditions que tous les autres partis, parce que justement, le but donc, de tout parti, c'est de participer justement par la voie légale, par la voie des urnes, à la conquête du pouvoir. De surcroît, quand on s'appelle les démocrates, c'est la voie la plus légale pour participer, pour accéder au pouvoir. Nous nous y préparons. Nous espérons que cette fois-ci, nous ne serons pas bloqués. Parce que, bon, vous savez, hein, depuis 2019, toutes les élections qui se sont déroulées, même si le parti n'est né qu'en 2020,
vous savez, hein, il faut que les élections soient inclusives, qu'elles soient transparentes, qu'on permette à toutes et tous les partis qui veulent y participer vraiment de connaissent le même traitement en termes de participation aux médias, en termes de représentation dans les organes les organes en charge des élections. Donc, il y a beaucoup de choses. Sinon, les partis doivent avoir la même chance. La loi leur donne la même chance, mais il faut qu'ils aient le même traitement. Et ça, là, en termes de traitement, ça ne dépend pas forcément de nous. Nous autres, nous nous y préparons. Parce que si on facilite la délivrance de quitus à certains et à d'autres, on ne facilite pas. Bon, il y a beaucoup de chicanes qu'on peut poser. Mais moi, je dis encore une fois, je prends au mot le pouvoir qui a dit que les élections seront transparentes. Nous serons vigilants, nous allons suivre, nous allons nous y préparer pour aller effectivement prendre part à cette élection-là. Et vous y allez avec quel argument? Ou bien l'enjeu pour vous, c'est exclusivement faire partie du Parlement, ceux qui y sont actuellement? Madame, je viens de vous dire que nous devons aller à cette élection-là pour deux raisons. La première, je l'ai rappelé tantôt, un parti politique a pour ambition d'accéder au pouvoir par les voies légales. Absolument. Et de surcroît, quand on s'appelle les démocrates, bon, il n'y a aucune manifestation démocratique plus grande que celle de participer à une élection majeure comme l'élection législative. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que lorsque vous prenez la charte des partis en son article 27, cet article a dit que les partis politiques doivent participer aux élections obligatoirement, législatives, communales et locales. Et l'alinéa 2 de cet article dit que si vous ne participez pas à 2 élections législatives consécutives, votre enregistrement peut être suspendu. Donc, vous comprenez? Voilà la première occasion qui s'offre à nous d'y aller. Et vous voulez qu'on ne s'y prépare pas? Non. Nous nous préparons à aller à ces élections-là. Mais nous souhaitons que nous ayons les mêmes chances que les autres partis, parce que certains partis sont privilégiés, du fait justement de leur proximité avec le pouvoir, du fait de ce qu'eux, ils bénéficient de financement public. Bon, mais le même traitement... Et ce privilège, il est acquis, M. Akadiri, puisqu'ils ont participé aux élections et ils ont été éligibles. Je parle du financement du parti politique. Non. D'accord. Non. La précision, elle était importante, oui, c'est un fait, c'est un fait. Bon, maintenant, traitement, il faut qu'on ait accès aux médias publics, s'il y a une réunion quelque part. Mais écoutez, les instances qui organisent les élections aujourd'hui, là, l'opposition, en tout cas pour parler donc des démocrates, on a des raisons d'être inquiets. On va parler tout à l'heure. Oui, absolument, on va revenir sur les instances qui préparent donc l'élection. Mais ma question, je n'ai pas vraiment eu réponse, M. Akadiri, à ma préoccupation, puisque je vous demandais votre argument sur le terrain. Il est quoi? Puisqu'on vous a tout le temps entendu dire Parlement monocolore, Parlement à parti, Siawa et autres, vous, pour vous faire représenter au Parlement aujourd'hui, c'est-à-dire pour appeler le peuple à adhérer à votre cause, il faut bien des idées, il faut bien les convaincre. Quels sont ces arguments que vous allez faire valoir aujourd'hui qui sont à votre avantage pour pouvoir gagner le terrain? Là, c'était ma question. Le peuple suit ce qui se passe dans le pays depuis 2016 en termes de gouvernance économique, en termes de gouvernance politique, pour ne citer que ces deux secteurs-là. Mais beaucoup de choses peuvent être justement exploitées dans ces deux secteurs-là pour montrer que nous autres, nous sommes une autre alternative, plus crédible. Ah oui, mais écoutez, au plan politique, vous savez bien que tout ce qui s'est passé
il y a une sorte depuis 2019, il y a une sorte de crispation politique dans le pays. Nous avons des camarades qui sont en prison, nous avons des camarades qui sont en exil, nous en avons qui sont dans le pays et qui n'osent pas, ainsi de suite là. Mais au moment où je vous parle, il y a des enfants qui attendent de voir leur mère, il y a des enfants qui attendent de voir leur père parce que depuis un an, depuis quelques mois, ils n'ont pas cette possibilité-là. Vous ne pensez pas que autant de choses, autant de sujets peuvent amener le peuple à se dire on veut d'un système qui ne favorise plus ces genres de situations. On a parlé de la cherté de vie. Tout est dans la politique économique que chacun veut mener. Le social, on en parle. Il y a social dans social. Bon, donc, si ce sont les arguments, attendez le temps de campagne et... je note que vous voulez prendre votre revanche en réalité. Je ne vais pas parler de vendetta, puisque c'est un trop bien gros mot. Donc, c'est une revanche que vous voulez prendre. Non. Écoutez, la revanche, qu'est-ce que vous appelez revanche? Parce que quand vous parlez de revanche, c'est comme si c'était une vengeance. Non, on est dans un jeu démocratique. C'est argument contre argument. Bon, nous allons dire ce que nous pensons du système, ce que nous comptons faire. Mais dire ça ne veut pas dire qu'on veut se venger. Se venger de quoi? Non, pas du tout. Ce n'est pas une question de revanche. Nous avons un espace à conquérir et nous allons par les moyens qui sont les nôtres qui nous permettront d'atteindre l'objectif que nous visons. Et qu'est-ce qui vous rassure aujourd'hui, Monsieur Akadiri, que vous pouvez prétendre à des sièges? Parce que pour votre formation qui n'a pas essayé de tester sa cote de popularité auprès des populations, j'allais dire, parce que vous n'avez pas encore préparé à une élection, quelles sont vos garanties, surtout que vous savez qu'il y a l'étape des 10% à franchir? Madame, le Parti Les Démocrates est un parti d'envergure nationale. Nous avons... Ça ne vous garantit pas déjà les sièges, hein, monsieur Akadiri. S'il vous plaît. Donc, je dis, c'est un parti d'envergure nationale. Donc, nous avons nos structures partout. Nous avons des militants engagés qui travaillent et qui font le travail donc à la base pour que justement cet objectif-là, donc d'avoir des candidats des députés élus, que cet objectif-là soit atteint. Madame, si les chances qui sont données, les chances que prévoit la loi sont données à tous les partis, il n'y a pas de raison que les démocrates n'aient pas aussi leurs représentants à l'Assemblée nationale. Au finish, c'est le peuple qui va décider. C'est le peuple qui va décider. Donc, aucun parti aujourd'hui ne peut dire « Ah, moi, j'ai l'assurance que je serai. » Ceux qui ont pris part à l'expérience peuvent prétendre, mais celui qui n'a jamais... C'est vrai qu'on ne part pas à la guerre avec une idée défaitiste. C'est une élection de proximité, même si ça a un caractère national. Donc, le Parti Les Démocrates compte de nombreux responsables, plusieurs personnes qui ont eu à assumer des responsabilités et qui savent comment s'organise une élection de ce genre-là. Donc, attendez un peu, vous m'inviterez encore sur votre plateau ici, vous me poserez la question, je peux vous dire à quel degré d'assurance nous sommes pour dire que nous... Ce qui est certain, si on nous laisse y aller, et c'est notre souhait, nous nous battrons pour ça, eh bien, le Parti Les Démocrates aura des députés à l'Assemblée nationale. Ce qui intrigue, Monsieur Akadiri, permettez-moi d'insister, ce qui intrigue généralement cette expression, c'est le peuple qui décide, vous verrez aux temps opportuns et autres, mais on a vu d'autres faire. Vous me direz que d'autres n'est pas vous. Et ça, c'est certainement ce que vous allez dire, vous pouvoir répondre à la question. Mais non, parce que je vois un peu votre réaction venue. On a vu d'autres faire, Monsieur Akadiri. C'est quand même 10%. Hein, on ne comprend toujours pas cette assurance, cette conviction que vous avez. C'est le même peuple auquel vous faites allusion. C'est ce même peuple-là qui sera sollicité par les autres partis. Et Dieu sait qu'actuellement, nous avons une quinzaine de partis politiques
régulièrement sans compter d'autres qui vont arriver. enregistrés, sans compter d'autres qui vont enregistrer, puisque nous sommes encore dans le temps. Vous pensez que vous aurez chacun ce qu'il faut pour pouvoir franchir cette barre-là? Madame, rassurez-vous, le parti Les Démocrates aura des députés à l'Assemblée nationale. Pour cette législature à mettre en place, nous aurons 109 députés et donc dont 24 femmes obligatoirement. Avant qu'on aborde la question des femmes, c'est quand même de nombreux dossiers à mettre en place, Monsieur Akadiri, sans compter ces ambitions de vos militants à se retrouver sur la liste. Comment vous comptez répondre à toutes ces exigences pour avoir un dossier vraiment au complet? Madame, le code électoral indique toutes les pièces constitutives du dossier de candidature. Casier judiciaire, acte de naissance, quitus fiscal, ainsi de suite, cautionnement, ainsi de suite. Nous devons nous conformer à ça. Ah ben, on a eu des partis qui se sont retrouvés à la scène avec des doublons. Madame, ça peut arriver, ça peut arriver, monsieur Akadiri. Les démocrates, moi je suis ici pour parler des démocrates et non des autres. Là. Nous prendrons toutes les dispositions pour que justement ça n'arrive pas. Justement, ça n'arrive pas. Nous nous connaissons. C'est justement parce que nous vous connaissons aussi, M. Akadiri, qu'on s'inquiète plus ou moins. Vous ne nous connaissez pas mieux que nous. Avec ce que vous avez montré, on imagine un peu. À quelle occasion? On n'a jamais allé à une élection pour que. Au moins, vous avez un précédent d'élection, au moins déposer un dossier, ça on a vu. Mais ça, c'est une candidature individuelle, ça. On n'a pas déposé sans dossier. Justement, pour cet individuel-là, les dossiers n'étaient pratiquement pas complets. Donc, c'était l'inquiétude. Au fait, bon, je ne vais pas qualifier, mais vous savez pourquoi. Écoutez, vous faites allusion à la question du parrainage. C'est le seul document qui nous a manqué, et pour cause. Et vous savez très bien. Donc, ça là, nous prendrons toutes les dispositions pour que ce que vous êtes en train de dire ne se produise pas. Le principe, conformément à ce que nos tests prévoient, c'est de la base vers le sommet. Donc, il y a un tamis. On va tamiser. Si on ne connaît pas quelqu'un comme étant un militant, comment peut-il se retrouver justement sur notre liste au point de venir nous piéger et d'être ailleurs? Nous allons prendre les dispositions pour que ce que vous êtes en train de dire là, et avec raison, ne se produise pas en tout cas chez nous, au Parti Les Démocrates. Et vous réfléchissez déjà au positionnement, nous sommes comme à 9 mois, vous connaissez le nombre de dossiers à déposer? Madame, nous ferons tout pour que justement les pièges là, qui ont été détectés en d'autres occasions, ça n'arrive pas chez nous. Et c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Et quant à la question des femmes? Bien sûr, mais il y aura des femmes. Nous avons de nombreuses militantes. Et vous n'avez pas vraiment, hein, M. Akadiri, on ne voit que les hommes du parti, les démocrates. Vous ne venez pas à nos manifestations. Bon, alors, donc. On n'est pas militant non plus. Oui, bon, d'accord. Bon, donc. Non, c'est aussi, on a un peu idée de comment les manifestations aussi s'organisent, hein, M. Akadiri. Oh, mais ça, non. on le sait. Vous ne nous ferez pas l'insulte de dire que nous ne savons pas organiser les manifestations. Non, vous ne nous direz pas ça. Vous ne me direz pas ça. Nous ne savons pas faire. Nous avons de braves militantes et militantes, des femmes engagées qui montrent au quotidien qu'elles s'intéressent à la chose publique et qui apportent leur contribution au débat que nous menons à l'interne. Si peut-être votre télé ne vient pas couvrir nos événements... À chaque fois que vous invitez notre télévision, M. Akadiri, on est toujours présent. Votre présence sur ce plateau témoigne de l'intérêt que nous portons au Parti des démocrates. Et vous n'êtes pas le premier, M. Akadiri. Ce dont je vous ai remercié. Là, vous voulez le faire à la télévision. Pas du tout. Loin de moi cette idée. Je veux dire simplement que suivez bien nos femmes, vous verrez qu'il y a des femmes engagées, des femmes battantes, des femmes déterminées à faire en sorte que aux prochaines législatives là, elles soient massivement représentées. Et vous pensez qu'elles vont apporter quelque chose au Parlement, puisque les femmes, quand elles y vont,
on ne les entend vraiment pas, hein, à part notre mémé nationale, qu'elle puisse reposer en paix. Rosine Vieira-Soglo, Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on a parlé de discrimination positive. Je suis une femme, je défends dans la forme, mais dans le fond, je m'inquiète pour le fond. Ne dites pas ça. Si c'est ce que vous dites là est valable ailleurs, chez nous les démocrates, ce n'est pas comme ça. Je vous dis, nous avons des femmes battantes, des femmes combattantes, des femmes déterminées, très très engagées. Vous verrez, ce plateau-là... Vous donnez beaucoup de rendez-vous, hein, M. Akademi. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce plateau-là, vous verrez que vous suivrez. Il y a beaucoup de choses que vous avez dites ce soir sur lesquelles vous reviendrez pour dire « Ah, je ne savais pas ». D'accord. Et vous, dans vos critiques aux démocrates, M. Saliou Kadiri, eh bien, vous reprochez au Parlement en place son contrôle de l'action gouvernementale qui, selon vous, n'est pas réel sur le terrain. Vous pensez pouvoir apporter mieux à ce Parlement si vous êtes en minorité? Ça, c'est une question. Je ne dis pas que vous le serez. Je pose la question. Non. Écoutez... L'Assemblée nationale a un règlement intérieur. Si nous sommes dans la minorité, nous nous conformerons justement aux droits et devoirs de la minorité. Si nous sommes de la majorité, nous nous y conformerons également. Donc, par anticipation, moi je ne peux pas dire ceci. Les députés, c'est quoi? La loi et le contrôle de l'action gouvernementale. C'est clair que nous soyons de la minorité ou de la majorité, nous allons interpeller. Il y a des questions qu'il faut poser sur telle chose, telle situation, telle. Ça là, ce n'est pas parce que, si nous arrivons à contrôler le Parlement, ce n'est pas parce que nous serons de la majorité que nous n'allons pas jouer notre rôle. C'est prescrit comme ça. Vous avez eu l'impression que la majorité actuellement ne joue pas son rôle. Enfin, c'est d'ailleurs vos critiques et les nombreuses questions qui ont été posées au gouvernement. Vous ne les avez pas lues ou... Je ne parle pas de vous, M. Akadiri, mais je parle des démocrates. Vos critiques sont surtout assez par rapport aux reproches, en dehors de la couleur ou la colorimétrie que vous donnez au Parlement. Le dynamisme en termes d'interpellation du gouvernement ou de questions au gouvernement, pour faire simple, qu'on devrait constater au niveau donc d'un Parlement, au niveau d'une Assemblée. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On n'a pas, en tout cas au parti, les démocrates, on n'a pas ce sentiment-là que le Parlement, là, vraiment joue son rôle par rapport à cette prescription-là. Il faut question au gouvernement, question écrite, question orale, ainsi de suite. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels... Il y a eu des questions orales, justement. Oui, en fait, c'était j'ai dit le dynamisme. C'est pas qu'il n'y en a pas. C'est quoi ce dynamisme-là? Madame, il y a de nombreux sujets sur lesquels, justement, ils auraient pu vraiment... Mais attendez, il n'y en a pas. Non? Et vous le savez vous-même. Non, mais il y a eu des questions orales. Si on doit prendre... je peux vous donner 3 exemples assez simples. Par rapport à quoi? Par rapport au nombre de... Vous n'avez pas suivi, par exemple, le contrôle qui a été fait, par exemple, au CNCB. Ça, c'est un exemple simple. Il y a eu, ça, c'est une mission d'audit qui a été commanditée par le Parlement, quitte au gouvernement de prendre le dossier à bras le corps. Ça, c'est un exemple simple. Sur les questions d'actualité, par rapport au réseau GSM, par rapport au fonctionnement d'une cimenterie, il y a eu plusieurs questions d'actualité, par exemple. Du coup, on ne se retrouve pas en réalité dans cette critique qui est faite au Parlement actuel finissant. Madame, je vous ai dit, par rapport au nombre de sujets sur lesquels, justement, le Parlement devait interroger, ce qui est fait insuffisant. C'est ce que j'ai voulu dire. Je n'ai pas dit que... Justement, est-ce que ce n'est pas la critique habituelle alors Vous pouvez penser que c'est la critique habituelle, mais c'est une critique. Si on n'est pas satisfait de quelque chose, on n'a pas le droit de le dire. Et vous pensez faire mieux une fois là-bas? Évidemment, madame. Le peuple aura l'occasion de vous évaluer. Il n'y a pas de souci. Là-dessus. Alors, on va aborder maintenant la question de la confection de la liste qui vous tient beaucoup à cœur. Je sais que vous y tenez. Vous trouvez que le fait de confier cela à l'ANIP n'est pas de nature à
à rassurer. Et votre camarade Tigri, Monsieur Tigri, donc, a demandé donc un audit de la liste électorale. Mais qui va faire cet audit-là, Monsieur Akadjari? Très bien, merci Madame. Si nous nous référons à l'histoire de la LEPI depuis le renouveau démocratique, les organes en charge de la liste électorale ont souvent une composition paritaire, opposition, majorité. Mais avec le nouveau code, ce travail est confié à l'ANIP à partir des registres communaux et puis les recensements qui sont faits à l'intérieur comme à l'extérieur, ainsi de suite là. C'est l'ANIP. Oui. Donc, plus de COSLEPI, plus d'organes paritaires. L'ANIP confectionne une liste sur laquelle les partis n'ont aucun regard en tant que tel. Lorsque mon camarade est venu dire ici, non, avant d'arriver à mon camarade, l'ANIP est sous le contrôle. L'ANIP dépend de la présidence, vous le savez bien. Bon, pas de procès d'intention. Mais nous devons avoir l'assurance que cette liste-là, qui servira justement à organiser les élections, est une liste sur laquelle les partis se sont mis d'accord. Et c'est là l'intérêt d'un audit international. Lorsque mon camarade Tigri est venu parler de l'audit international, il a raison, parce que, et lui et moi, nous venons d'une organisation, et la francophonie, pour ne pas la citer, qui a longtemps travaillé et qui a une expertise dans le domaine. Oui, c'est ça qui peut mettre tout le monde à l'aise, avoir l'assurance que cette liste-là est une liste justement consensuelle, une liste sur laquelle on a fait toutes les vérifications nécessaires. C'est très important. Parce que lorsque la liste électorale fait l'objet de contestation, c'est déjà un mauvais départ pour toute élection. Et la plupart du temps, c'est souvent à partir de là que les problèmes naissent. Non, si nous ne doutons pas de la compétence de l'ANIP et de tout, mais qu'est-ce que ça sert? À quoi ça, qu'est-ce que ça coûte que de faire contrôler cette liste-là par un organe, en tout cas une expertise internationale qui confirme que tout est bon? On l'a fait. C'est pas la première fois. Les élections précédentes, quand nous on était à l'extérieur, la francophonie a envoyé plusieurs fois ici. Il y a une expertise confirmée de la francophonie en la matière. C'est ce que nous voulons dire. C'est une liste informatisée. Absolument, oui. Monsieur Akadjari. Oui. Qu'il vous souvienne, je pense bien, c'était en 2011, avec l'histoire de la LEPI, c'était justement sous le régime Yahya Boni. Quand ce problème s'est posé, il a fallu regarder un peu pour pouvoir rassurer toutes les parties. Vous vous rappelez très bien de ce que ça a donné. Il y a eu des suspicions, des doutes et autres succès. Quand on a essayé de faire cette vérification d'une liste informatisée. Madame, vous parlez de 2011. Nous sommes en 2022. Si quelque chose n'a pas marché en 2011 ou s'il y a eu des difficultés, c'est une raison supplémentaire pour que 2022, maintenant, là, on fasse pour le mieux. Non, 2011, là, c'est fini, là. Non, mais la confession, par exemple, a été confiée à l'ANIP. En 2011. Non, là, nous parlons du cas actuel. La confession de la LEPI a été confiée à l'ANIP par les tests. Oui. Donc, c'est pas hier que vous avez su que c'est l'ANIP qui s'occupait de la confession de la liste électorale. Vos réactions, souvent, viennent toujours en aval et jamais en amont. C'est tout comme si, vous n'êtes pas forcément dans le pays quand les choses se passent. Madame, vous savez comment certains textes ont été pris. Le comment du pourquoi n'est pas la question, Monsieur Akadjari. Non, ça peut expliquer. Parce que si au moment où on prenait ces textes-là, il y avait la possibilité de dire ça là ne va pas, ça ne va pas, peut-être qu'on ne serait pas là à formuler ces critiques aujourd'hui. Mais les critiques que vous formulez aujourd'hui, c'est dans quel objectif? Mais
c'est de faire en sorte que la liste qui va sortir de là soit une liste consensuelle et fiable. Fiable veut dire donc acceptée par tous. Donc, l'expertise qui peut départager tout le monde et qui peut mettre tout le monde à l'aise, c'est cette expertise qu'on a souhaité, une expertise internationale. En l'occurrence, l'expertise de la francophonie ou bien d'autres. Donc, vous choisissez finalement votre moment pour pouvoir opiner, puisque cette préoccupation, vous ne l'avez pas évoquée quand les tests ont été votés, monsieur Akadiri. Mais écoutez, votre parti, c'est pas vous, votre parti. Oui, mais attendez là. Au fur et à mesure que le contexte le permet, on doit dire ce qu'on pense d'un dossier donné. Et c'est ça. Ah, donc, vous laissez les dossiers selon le contexte et vous non. revenez les... Là, vous pensez Vous prenez par un raccourci, là, madame. Non. Si, il est où le raccourci? Vous dites que c'est selon le moment que nous réagissons. Mais ce que vous faites, les tests ont été votés depuis quand, monsieur Akadiri? Madame. C'est votre critique et on veut mieux la comprendre. Oui. Puisque quand vous parlez, les populations lisent comme tout bon béninois, les journaux et autres. Donc, on ne comprend pas souvent vos prises de parole à des moments où qui n'ont, je ne veux pas dire qu'ils n'ont rien à voir, mais les tests ont été votés depuis et c'est maintenant que vous proposez une expertise internationale, d'accord. Maintenant, vous êtes sûr que si cette expertise venait, vous serez rassuré? Faisons l'expertise et vous verrez la réaction qui va suivre. Toujours par rapport à l'ANIP, M. Akadiri, aujourd'hui, les autres partis politiques sensibilisent les leurs pour pouvoir prendre part à l'opération en cours, l'enrôlement des citoyens qui veulent se voter donc le 8 janvier prochain. Mais vous, chez vous, c'est le statu quo, on ne vous entend pas. Mais vous voulez appeler vos militants aussi à ne pas se faire enrôler. Est-ce là pour qu'on se mette encore à se chamailler après? Madame, c'est ce que je disais tantôt. Parce que, justement, si vous voulez savoir ce que nous faisons, je vous le dirai. Mais quand vous dites que, madame, l'opération a été lancée le 17 mars, il y a à peine une dizaine de jours. Et elle va durer jusqu'au 16 avril. Il faut attendre le dernier moment. Elle va durer jusqu'au 16 avril. Vous savez, il y avait une première annonce qui avait été faite de ce que cette opération-là va démarrer en février déjà. Donc, c'est dès les premières annonces-là que nous avons déjà mis nos militants en ordre de bataille pour aller se faire enrôler, aller contrôler. Et moi qui vous parle, je vous dis, la semaine dernière, moi-même, j'étais sur le terrain. Donc, on n'est pas là à dire n'allez pas où. Ce que vous dites là ne reflète pas la réalité. Nous avons lancé l'appel là à nos militants pour qu'ils aillent se faire enrôler. Parce que s'ils ne se font pas enrôler, comment pourront-ils voter, madame? Je vous dis que nous voulons aller aux élections. Si nous n'encourageons pas, nous n'incitons pas nos militants à aller se faire enrôler, aller contrôler si on a bien écrit leur nom pour ceux qui l'ont déjà fait, mais c'est peine perdue. Donc, madame, nous travaillons bien à ce que nos militants aillent massivement se faire enrôler. Et les retours d'informations, ou ce que nous-mêmes nous constatons sur le terrain, c'est que, les équipes qui sont envoyées ont des difficultés. Le nombre de kits insuffisant et certains kits qui tombent en panne et aussi les distances qui sont éloignées. C'est ça les informations que nous recevons. Donc, ça veut dire quoi? Les arrondissements. Oui, c'est au niveau exactement. C'est au niveau des arrondissements que les choses se font. Les arrondissements, parfois c'est des kilomètres. Il y a également certaines qui sont affichées. En fait, je crois bien que c'est au niveau des postes de vote aussi. Il y a certaines qui sont dans certaines écoles. Non, c'est au niveau des arrondissements. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'opération a commencé. Deux, il y a des problèmes de kits qui tombent en panne, c'est pas nouveau. Bon, ensuite, il y a aussi l'éloignement par rapport à certains
lieu. C'est autant de choses qu'on devait corriger pour que l'opération se fasse. Je ne suis pas sûr que dans le délai d'un mois qui a été retenu là pourra suffire. Peut-être que, et c'est une proposition que nous faisons, peut-être qu'il faut proroger un peu. Voilà, c'est toujours possible. Mais est-ce que ces informations que vous avez recensées sur le terrain ont été remontées? Mais écoutez, pendant qu'ils sont en train de... Vous avez dit que ce n'est pas votre rôle aussi? Non, on n'a jamais dit ça. On n'a pas dit ça. Mais au fur et à mesure que les informations arrivent, on les collecte. Et puis, à qui de droit, on ne fera pas. Ce que nous, on a, ce que je viens de dire là, nous ne sommes pas les seuls partis à connaître ça, à recenser ça. Ça veut dire qu'il y aura une remontée d'informations, puisque rien ne sera fait de façon définitive avant le délai donc, du 16 avril qui a été fixé. Donc, l'information parvient au jour le jour et chacun parle à l'autre. Hein. Rassurez-vous. Et c'est dans vos contacts, puisque vous l'avez dit, dans vos différents contacts avec les militants, est-ce que vos actions aussi vont dans le sens de l'apaisement pour qu'on n'assiste pas encore à ces actes déplorables, on va dire, hein, auxquels on a assisté au cours des différentes élections? Madame, le parti Les Démocrates est un parti qui prône le dialogue. C'est un parti de paix. Un parti qui condamne toute forme de violence. Lorsqu'on s'appelle Parti des démocrates, et on ne peut que travailler pour que la démocratie, c'est-à-dire la paix, la sécurité, règne partout où nous sommes. Donc, tout acte de violence, nous le condamnons. Ces incidents auxquels on a assisté, c'est vrai que c'est déjà du passé, on travaille à passer à autre chose, on l'a imputé à l'opposition, puisqu'on a vu des membres de l'opposision radicale inciter à cela. Vous avez dit l'opposition. Heureusement qu'il n'y a pas que les démocrates dans l'opposition. Ceci étant, et je réitère, je vous redis encore que nous, on n'a pas pour philosophie, en tout cas, d'inciter à la violence, et nous condamnons toute forme de violence. Dans nos communiqués à l'époque, nous avons toujours dit que nous condamnons la violence. Ceci étant, il faut chercher les causes de la violence et faire en sorte que plus jamais ça n'arrive. Les gens qui se révoltent, sans doute parce qu'ils sont privés d'expression, ils n'ont pas eu l'occasion de dire ce sur quoi ils ne sont pas d'accord. Vous-même, vous savez les conditions dans lesquelles les élections de 2019 se sont déroulées. Les lois qui ont été votées, qu'il s'agisse de la 219-40 portant constitution, ou bien la 2019-43 portant code électoral, toutes ces lois-là qui sont aujourd'hui mises en application, c'est des lois qui ont été votées à l'Assemblée sans pas les deux partis donc, de la mouvance. Voyez-vous, donc l'occasion n'a pas été donnée aux partis de l'opposition de s'exprimer là-dessus. Lorsque dans nos communiqués, dans nos démarches, nous avons demandé que ces lois-là soient révisées et aller dans le sens donc d'un consensus, ça n'a pas été écouté, ça n'a pas été accepté. Plusieurs fois, nous avons dit cela. Là. Moi, au Parti des démocrates, nous pensons que le moment est venu de nous retrouver pour faire une mise à plat des textes et faire en sorte que tout ce qui est chrysogène dans ces lois-là, on puisse le lever. Personne n'a intérêt que ça flamme. On n'a pas un autre pays que le Bénin. Donc, à partir de là, les démocrates n'ont aucun intérêt à faire en sorte que vraiment le pays s'enflamme, ainsi de suite. Là. En tout cas, nous ne sommes pas dans cette posture-là. Donc, nous souhaitons que l'occasion soit donnée et d'amener tous nos camarades qui sont à l'extérieur, ceux qui sont en prison et qui ont été condamnés lourdement, ces personnes-là puissent sortir donc de leur situation aujourd'hui. Et le chef de l'État a la capacité de régler ce problème-là. La justice a déjà fait son travail. La Constitution lui donne le droit justement de régler ce problème-là. Et ça, là, ça va participer de la décrispation que tout le monde souhaite de ses voeux. Et une fois que tout le monde va, le pays sera apaisé lorsque au niveau national,
chacun va se sentir justement utile dans son pays, vous verrez que les élections vont se dérouler correctement et que vraiment nous repartons. Il y va de l'image de notre pays à l'interne, dans la sous-région et à l'international. C'est ce à quoi nous travaillons au niveau des démocrates. Il faut que nos camarades soient libérés. Nos camarades ils sont nombreux, hein, les démocrates qui sont aujourd'hui en prison, ceux qui sont condamnés soient vraiment libérés. Ceux qui sont à l'extérieur, les exilés, on puisse trouver une situation, une solution à leur cas pour qu'ils rentrent contribuer justement à l'effort national de développement. C'est ça ce que nous souhaitons aujourd'hui et nous pensons que cette décrispation-là doit arriver le plus vite possible parce que 2019, 2022, ça fait 3 ans déjà. Si on doit attendre jusqu'en 2023, vraiment, ce n'est pas bon. Je vous ai entendu revenir sur les tests que vous critiquez. L'objectif sera-t-il alors d'aller au Parlement et de revoir ou de revenir tout cela? Là, je vais vous demander, est-ce qu'on avance ou on recule en matière de législation? Non. Vous savez que ces textes-là qui ont été votés par le Parlement, il est arrivé, dans leur mise en œuvre, que des difficultés soient rencontrées, au point que la Sénat a demandé à la Cour constitutionnelle ou c'est donc, la mise en œuvre de ces textes-là a posé problème. Même les gens de l'Assemblée se sont dit, mais c'est quoi ça? Bon, donc, il faut qu'on s'asseye. Mais un texte, c'est le reflet d'un instant d'honnêteté. S'il y a évolution, oui, s'il y a évolution, et il doit y avoir évolution, parce que si la mise en œuvre a créé tous les problèmes dont nous venons de parler là, et qui a poussé les gens à aller aux actes violents, asseyons-nous et regardons-nous face à face, et puis corrigeons ce qui doit être corrigé. Ça là, personne ne peut être contre ça là. C'est ce que nous demandons, rien d'autre. Mais écoutez, dialogue en Côte d'Ivoire, dialogue au Tchad, dialogue en Centrafrique. Pourquoi on ne veut pas s'asseoir pour dire, on peut attendre d'abord qu'il y ait... Non. Il y a eu des assises, hein, monsieur Akadiri, il y a eu des assises, toujours par rapport à la situation politique, il y a eu des assises. Peut-être que vous faites encore allusion à votre dialogue, à vos assises nationales auxquelles vous appelez. Non. Vous parlez de dialogue octobre 2019, là. Mais c'est après ça que les textes là ont été pris, les textes chrysogènes, les textes qui posent problème là. Bon, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit encore se retrouver pour voir qu'est-ce qui ne va pas au niveau de ces textes là et corriger, mettre tout le monde justement à l'aise. C'est tout. Ça là, c'est pas compliqué, hein? Non? Alors, monsieur Akadiri, nous sommes en train d'égrener donc les dernières minutes de cet entretien. C'est peut-être encore le moment de parler ou bien de revenir sur l'enrôlement au RAVIP, puisque c'est l'arbitre du jeu, vous le savez très bien. L'enrôlement au RAVIP? Oui. Oui, mais encore une fois, je voudrais saisir l'occasion de ce plateau pour appeler nos militants, les militants ALD, à aller s'enrôler massivement. Parce que si on n'est pas sur la liste, la participation à l'élection est compromise. Totalement. Et nous avons dit que nous nous battons pour justement proposer une autre alternative, une alternative plus crédible. Mais si, ayant choisi donc d'arriver au pouvoir par les urnes, si nous ne sommes pas inscrits, comment pouvons atteindre cet objectif-là? C'est pour ça que j'appelle nos militants à aller justement s'inscrire massivement pour que le jour du vote, ils soient présents pour exprimer, avec l'espoir que les résultats qui sortiront des urnes traduiront la réalité. Les résultats qui seront publiés traduisent la réalité des urnes, ce qui suppose que tous les organes ou toutes les institutions en charge de cette question jouent à la transparence, jouent à la crédibilité. C'est ce que je peux dire. Donc, j'invite encore une fois nos militants et au-delà, le peuple béninois à aller s'enrôler massivement pour que les élections qui arrivent soient une occasion de joie, de convivialité comme par le passé.
Merci à vous, Monsieur Saliou Akadiri. Je rappelle que vous êtes l'un des vice-présidents, précisément le 5e vice-président du parti Les Démocrates. Mesdames et messieurs, voilà donc le regard du parti Les Démocrates sur l'actualité nationale, internationale et évidemment bien d'autres sujets. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au débriefing après les différents plateaux restants de cette matinée.